Hey! Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder le troisième principe solide, celui de Liskov. Avant de commencer, si tu n'as pas vu les deux principes précédents, je t'invite à les regarder en cliquant sur le lien qui s'affiche, car nous allons réutiliser les mêmes exemples. Le troisième principe solide est donc celui de Liskov, qui tire son nom de Barbara Liskov, qui a sorti en 1987 cette formule sur les abstractions de données. La formule peut vous paraître un petit peu abstraite, effectivement, et on va la traduire d'une façon simplifiée. Le principe, c'est que si un type S est un sous-type de T, alors tout objet de type T devrait pouvoir être remplacé par le type S sans altérer les propriétés disérables du programme concerné. En gros, pour simplifier encore un petit peu plus, votre application ne devrait pas se crasher, il ne devrait pas y avoir d'exception, sauf si évidemment c'est désiré. Tout ce que peut faire T, ça devrait être fait par S. Vous allez me dire, c'est ce qu'on fait généralement. Eh bien, pas forcément, et c'est ce qu'on va voir dans un exemple tout de suite. Pour notre exemple, nous allons repartir de la version précédente qui a été faite sur la branche OpenClose Principal, où nous avons créé une classe spécifique pour avoir des ID en base 64. Pour cet exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir stocker maintenant les postes non plus dans des fichiers, mais dans une base SQL. On va donc oublier l'histoire des bases 64 et on va modifier ce fichier. Mais avant de le modifier, on va d'abord rajouter virtual sur toutes les méthodes publiques de notre classe PostStorage. Ce qui va me permettre, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, de pouvoir surcharger et d'étendre le comportement si on le veut. Voilà, mes méthodes publiques sont maintenant virtuelles, je vais pouvoir les surcharger. Je vais simplement créer un nouveau fichier qui s'appellera PostStorage SQL. Je vais créer une classe équivalente PostStorage SQL qui va hériter de PostStorage tout court. On n'oublie pas de faire les using et on peut aussi du coup surcharger les méthodes qui nous intéressent. On va commencer par s'occuper du chargement de postes. Vu que c'est une base de données, il y aura forcément quelque part une chaîne de connexion que je vais sûrement passer en paramètres et stocker dans un champ quelconque. Je ne vais pas vraiment utiliser de base de données et dans notre cas, on va simplement simuler ça en utilisant un dictionnaire. Pour le load, tout simplement, on va imaginer qu'on a ouvert la connexion et on va utiliser la base de données. Et ça va me renvoyer une string que je peux retourner directement. Jusqu'ici, rien d'anormal. Ou peut-être rien d'anormal. Continuons à surcharger les méthodes. Occupons-nous de la sauvegarde. Nous allons sauvegarder dans la base de données le poste. La clé reste bien l'ID du poste. Et le contenu, c'est le poste sérialisé pour nous. Le problème, c'est ici, que dois-je retourner? Le retour de cette fonction, c'est le path du fichier. Ici, je n'ai pas de path
pourquoi ne pas envoyer string empty? Occupons-nous maintenant de la dernière fonction à overrider, le fameux getPath. Et ici getPath ne sert à rien, donc je vais prévenir l'utilisateur en faisant un throw new not implemented. Voilà, notre simulation est terminée. Faisons un petit point sur le code. Premièrement, la partie load. On se retrouve ici à faire un chargement et certains paramètres ne sont pas utilisés, ce qui finalement est une violation du principe de Liskov, puisque la signature de la fonction devrait être utilisée et le client de votre fonction finalement va passer des paramètres sans vraiment savoir leur utilité, et ici il ne sera même pas utilisé. Dans la fonction save, ici c'est beaucoup plus grave car le type de retour a changé. Le problème c'est qu'on utilise une string, c'est une primitive et on ne sait pas exactement à quoi correspond cette string. Dans notre cas c'était le chemin d'un fichier, mais un chemin de fichier n'a plus de sens lorsqu'on utilise du SQL. Et du coup, la signature de fonction n'est plus respectée, on utilise un path, on renvoie finalement plus rien. Il y a de grandes chances que ce type de modification ait des impacts conséquents sur l'application et pourra peut-être même emmener jusqu'au crash de l'application. Et on peut voir exactement la même chose ici. Cette méthode getPath n'est plus utilisée car elle n'a juste pas de sens et on va lancer une exception en disant qu'elle n'est pas implémentée et qu'elle ne devrait même pas être appelée. Si elle ne devrait pas être appelée, elle ne devrait pas exister et donc on ne devrait simplement pas surcharger le post-storage puisqu'on ne respecte plus la signature du parent. On viole explicitement le principe de Liskov substitution. Comme on a pu le voir, on peut vite violer le principe de Liskov et il y a des signes qui ne trompent pas, comme le not supported exception en .NET, et d'ailleurs même dans le framework .NET, on retrouve des violations du principe, notamment entre eCollection et read-only collection, qui va lancer une exception si vous essayez d'ajouter ou de supprimer un élément de la collection alors qu'elle est en lecture seule. Vous pouvez aussi retrouver des violations lorsqu'il y a besoin de caster un type, de faire des downcast pour pouvoir utiliser une fonction spécifique. Globalement, lorsqu'on va essayer d'enlever des fonctionnalités du type parent, c'est qu'on est en train de violer le principe. Est-ce qu'on peut essayer d'arranger la situation? La réponse est oui. Vous pouvez faire de la programmation par contrat. Parlons d'abord des contrats qu'on appelle contrats par interface. Si vous surchargez une classe, les fonctions pourront utiliser des types plus abstraits que celles de la classe parent. Concernant le type de retour, dans une classe enfant, il doit correspondre à un sous-type du type de retour de la classe parent, donc plus spécifique. Ces contraintes sont généralement géré par votre compilateur et c'est assez intuitif, assez basique à utiliser. Cependant, il y a d'autres contraintes qui sont généralement pas définies explicitement dans une interface. Lorsqu'on fait de la programmation par contrat, on va aussi pouvoir préciser une liste de règles appelées assertions qui permettent de contrôler le comportement et les conditions attendues d'une fonction. Ces assertions sont divisées en 3 catégories, les préconditions, les post-conditions et les invariants. Les préconditions permettent de définir l'état d'entrée dans une méthode. C'est généralement appliqué sur les paramètres d'entrée. Par exemple, on va vérifier que le paramètre x n'est pas nul, mais vous pouvez aussi vérifier que x est compris entre telle et telle valeur ou contient un certain nombre d'éléments si c'est une collection, ce genre de choses. Les post-conditions, c'est l'inverse, c'est les conditions à la sortie de la fonction. On va pouvoir vérifier encore une fois les mêmes choses, que x n'est pas nul à la sortie et qu'on a bien fait muter les valeurs comme on le désire.
Les invariants, ce sont des conditions vraies pendant toute la durée d'exécution de votre fonction. En .NET, la définition des conditions, des assertions, sont disponibles au travers le namespace system.diagnostic.contract. Ce namespace contient ce qu'on appelle le code contract en .NET qui est disponible depuis la version 4. On va par exemple pouvoir vérifier que dans notre constructeur, la chaîne de connexion n'est pas nulle ou n'est pas vide. Pour cela, je définis un contrat et je définis la condition d'entrée qui va être que la chaîne de connexion est différente de nulle. Je peux aussi bien sûr vérifier que la chaîne n'est ni nulle, ni vide ou même empty. Une version générique permet de définir quelle exception nous voulons lever et par exemple dans le cas du constructeur on peut utiliser le argument null exception. Pour une post-condition, imaginons qu'on stocke notre valeur dans une variable intermédiaire qu'on appellerait post et je dois m'assurer en post-condition que ce post existe. Évidemment, ça n'a pas trop de sens dans notre cas, mais c'est uniquement pour l'exemple. On peut vérifier que post n'est pas nul. Mais je peux aussi vérifier que ma chaîne de connexion n'a pas changé en utilisant un variant et que ma chaîne de connexion est toujours différente de nulle. Voilà, donc en .NET c'est très simple. Ce qui est très intéressant avec Code Contract de .NET, c'est qu'une partie des conditions peuvent être vérifiées pendant la compilation. Donc on n'est pas sur du statique à 100%, mais on est sur quelque chose qui s'en rapproche le plus possible. Pour conclure rapidement sur le principe de l'ISCOP substitution, il suffit donc de respecter le contrat défini par la classe parente ou par l'interface, et si vous avez la possibilité de rajouter des comptes contract, donc des conditions, des assertions sur votre code, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve pour les 2 prochains principes solides dans d'autres vidéos. À bientôt.